Balobi Afrika ekomi fulu ya mindele. Balobi Congo ekomi ligale ya bapaya. Balobaka Congo eza paradis. Balobaka Congo eza munene. Balobaka Afrika etonda bomengo. Ponini yo zwaka e. Ponini yo zwaka. Ponini yo zwaka. Yo zwaki tungulwe. Yo zwaki batantwe. Yo zwaki chebeya. Yo zwaki zikoye. Oh tu es jaloux. Tu es jaloux de Papa Nico. Tu es jaloux. Tu es jaloux de Papa Diatoma. Oh, tu es jaloux. Tu es jaloux du géant africain. Tu es jaloux. Tu es jaloux de la belle africaine. Zela Kimuntu. Eloge Ngubila. Eloge Ngubila. Yoka Kimuntu. Oh, tu es jaloux. Tu nous as pris Lumumba. Oh, tu es jaloux. Tu nous as pris Sankara. Tu as pris Sékou Touré. Tu es jaloux. Tu veux nos diamants. Tu veux nos richesses. Tu veux le Bénin. Tu brûles nos forêts. Oh, tu es jaloux. Tu es jaloux du lac Kivu. Oh, tu es jaloux. Tu es jaloux du fleuve Congo. Tu es jaloux. Tu es jaloux du Nirangongo. Oh, tu es jaloux. Tu as déporté nos ancêtres. Tu es jaloux. Tu as mis le feu dans nos villages. Oh, tu es jaloux. Tu as inventé le sida. Tu es jaloux. Tu as mis le feu dans nos villages. Oh, tu es jaloux. Je vous salue au nom de la liberté, la quiétude et la sérénité. Mes chers compatriotes, frères et sœurs, peuples d'Afrique et de la terre des nations. En ce jour du 12 septembre 2012, je me suis senti dans l'obligation de m'adresser à vous. Jour pour jour, 364 jours se sont écoulés depuis le 12 septembre 2011, date à laquelle le candidat président Diyabanza Kiabanzao Kowazulu a été arbitrairement, injustement et illégalement enlevé, séquestré et arrêté par les forces de nuisance. Cet acte ignoble a porté un coup véritable à ma candidature et à nos aspirations profondes, celle de voir le candidat de la création, le défenseur de la femme noire et le représentant du patrimoine de nos ancêtres accéder à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Ce qui aurait permis de mettre fin à la domination de l'homme sur la femme, mais aussi à l'hégémonie intellectuelle et économique de l'Occident dans notre pays. Force est de souligner que l'adversaire a reconnu en nous le courage, le génie et la noblesse de notre combat, qui d'ailleurs s'est traduit par une phrase prononcée par l'un des maîtres de la garde républicaine. Je cite: « Votre action est noble, car tout Congolais doit aspirer à devenir ce qu'il souhaite. » Mes chers compatriotes, frères et sœurs, amis, camarades, compagnons de lutte, nous devons aussi retenir de cette épreuve la victoire de l'armée de l'Afrique Guinée, conduite en son temps par le capitaine de Viombo, Diyabanza Kiabanzao Kowazulu, sur les forces armées destructeurs de ce monde. Il est impératif, dans mon attachement indéfectible à la sincérité, de souligner le comportement respectueux de la garde républicaine congolaise, laquelle ne m'a ni torturé, ni inquiété, ni insulté. Par conséquent, toutes les organisations de droits humains réunies au Congo ont demandé justice pour le cas singulier du candidat président Diyabanza Kiabanzao Kowazulu que je suis. Cette justice, à mon sens, s'aligne tout d'abord dans l'esprit de ma lettre adressée au procureur général de la République, dans laquelle j'étale mes réflexions sur les critériums retenus pour le candidat président et le favoritisme dont ont bénéficié certains des candidats. Et ensuite, dans ma demande formulée le 4 octobre 2011 par écrit,
quelques jours après ma libération auprès du premier président de la Cour suprême de justice et de la Cour de comptes, à travers laquelle j'ai demandé que soit réétudié mon dossier et que soit publié tout le dossier des candidats présidents retenus par la CENI. Une telle démarche permettra d'abord l'équité entre tous les candidats. Ensuite, aboutira à une élection participative dans laquelle toute Congolaise et Congolais aspirant à la magistrature suprême répondant aux critériums établis et respectés par tous se doit de participer. Une élection représentative comme nous avions connu n'aura comme conséquence, n'aura comme résultat que de maintenir notre pays dans cette spirale infernale au bénéfice des chefs des guerres, des chefs des énergies, des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des chefs de la finance internationale, lesquels, au prix de tous les crimes odieux, ne veulent la participation de notre peuple à la gouvernance ainsi qu'à la prise de décision dans notre pays. Ma participation à cette élection aurait permis l'émergence d'une nouvelle vision, censée de doter le géant Congo des institutions véritables et structurées, fruit de notre propre réflexion, et d'une nouvelle organisation inspirée de la femme noire africaine qui s'articule autour de la dignité spirituelle et de nos valeurs culturelles les plus intransigeantes, qui constituent la boussole d'une nation véritable. Cette participation allait sans doute empêcher une bipolarisation de la classe politique comme au temps de la conférence nationale souveraine, qui a instauré un blocus, qui a ouvert les portes de l'éclatement des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il est toutefois dangereux d'accepter la situation actuelle qui risque de nous plonger dans une sorte de bipolarisation suicidaire, tendant à nourrir des ambitions irréalisables de la balkanisation du Congo. Mes très chers compatriotes, frères et sœurs de la terre des nations, rappelons-nous d'une bipolarisation autrefois matérialisée par la guerre froide, entre le bloc communiste d'un côté et le bloc capitaliste de l'autre côté. Une situation qui a coûté un prix inestimable à toutes nos nations. Il y a encore dans l'histoire de notre continent une forme de bipolarisation qui a marqué de manière indélébile nos mémoires. Lorsqu'il s'est agi dans le concept du racisme, elle a abouti à un système de terreur et d'oppression où l'Afrique du Sud avec l'apartheid en a payé le prix. Mais encore, nous l'avions constaté entre le peuple colonisateur et le pays colonisé. Un conflit qui nous a vu dénudés de toutes nos valeurs et de la perte de notre dignité en tant que personne humaine ou monde. C'est ici qu'il faudrait attribuer au président Kasavubu le brevet du plus grand médecin de notre temps. Lui qui, depuis les années 1950, avait diagnostiqué cette grande maladie de la bipolarisation ou même de la balkanisation. Ces derniers, par sa lutte pour l'indépendance et en étant le premier homme de notre époque, toute race confondue, a envisagé une indépendance politique non négociée, en prononçant la phrase « indépendance immédiate, totale et inconditionnée », avait réussi la plus grande opération chirurgicale, celle de guérir les colonisateurs de son complexe de supériorité automatique et les colonisés de son complexe d'infériorité mécanique. Cette démonstration magistrale de la médecine politique et humaine a détruit toute l'entreprise machiavélique et ténébreuse conçue, conduite et conclue par l'Allemagne et la Belgique, traduite par une prétendue supériorité et infériorité raciale. L'Allemagne et la Belgique n'ont pas hésité de placer cette notion au cœur du conflit actuel qui embrase le semi-continent du Grand Lac, en établissant la notion ethnique entre Hutu et Tutsi, mais aussi entre Bantu et Nilotique. C'est ici que le génocide des milliers d'Africains sur toute l'étendue du continent tire sa source. Nous citerons le cas du Rwanda, où des milliers d'Africains Hutu et Tutsi sont tombés, le cas du Soudan, où le noir tombe au profit des berbères et arabes, une situation devenue légitime et institutionnelle en Mauritanie, sous l'impuissance de l'Union africaine. Le cas présent du nord du Mali où les Touaregs doivent vaincre les Noirs africains ou mourir. Mes très chers compatriotes, peuples d'Afrique, du monde et de la terre des nations, nous avions tous été témoins du massacre et de la destruction du patrimoine culturel et intellectuel du peuple africain à Tombouctou au Mali. Chose étonnante et invraisemblable.
cela n'a ému personne. Comme s'il n'existait aucune loi, ni règle, ni principe ou recommandation lorsqu'il s'agit du noir ou du peuple africain. De plus, toutes les radios et les télévisions du monde ont diffusé l'annonce officielle du gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne et de la République fédérale d'Allemagne, qui ont fait savoir la rupture de leur soutien militaire au gouvernement rwandais. Cet aveu public doit interpeller toute personne érudite. D'abord de se poser des questions suivantes. Pourquoi? Qu'ont-ils fait déjà ensemble? Depuis quand ont-ils commencé leur soutien? Ensuite, cet aveu doit permettre de discuter nos frères africains de ces conflits où nous sommes tous pris au piège des nations destructrices, inventeurs et vendeurs des armes automatiques, pour comprendre clairement que par cette annonce, les gouvernements des États-Unis, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne viennent d'assumer publiquement la responsabilité du double génocide africain. Premièrement, Rwandais entre Hutus et Tutsis, et deuxièmement, Congolais où de milliers de vies humaines, animales, végétales partent en péril. En Africain véritable que je suis, premièrement, j'en appelle à la sagesse du président Yoweri Museveni de l'Ouganda, au courage du président rwandais Paul Kagame, à la fermeté du président angolais José Eduardo dos Santos, mais aussi à la détermination du patriarche président Robert Mugabe, à l'infatigable président nigérien Olusegun Obasanjo et au président Benjamin Mpaka, de consolider l'amour entre le peuple africain, de faire en sorte de restaurer l'harmonie qui régnait autrefois entre nos peuples avant l'arrivée des envahisseurs occidentaux, de mettre fin à ces conflits internes et inutiles et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour sécuriser les semi-continents du Grand Lac ainsi que l'ensemble de nos populations. Deuxièmement, il est inacceptable de laisser sous notre sol tous ceux qui ont élaboré tous ces plans diaboliques pour nous opposer entre nous, piller notre sous-sol et troubler notre harmonie. C'est pourquoi je donne ici à l'Afrique la possibilité de vivre pleinement son indépendance spirituelle, économique et territoriale. Cette indépendance territoriale passe par la fermeture de toutes les ambassades britanniques sur la terre des nations. La Grande-Bretagne et son enfant chéri, le gouvernement arien de l'Inde, ont mis en place toute la stratégie de la traite, ou si vous voulez, des razzias négriers, le commerce des esclaves, pour vider la terre des nations de ses habitants, occuper nos terres et étendre leur royaume. Le cas de la Rhodésie, des explorateurs Henry Morton Stanley et David Livingstone au Congo, ainsi que du peuple dravidien en Inde, sont des illustrations parfaites et irréfutables. Cette entreprise a connu son échec avec la lutte noble menée par le père Julius Nyerere, qui par sa lutte pour l'indépendance et la réunification de l'île du Zanzibar et de la République de Tanzanie a mis fin à cette entreprise anglo-saxonne. Cette indépendance spirituelle passe par la fermeture de toutes les chancelleries, les missions et le renvoi des techniciens allemands chez eux, par leur souci éternel de la supériorité raciale et de leur mission soi-disant civilisatrice. Ils ont appauvri notre nature spirituelle, notre amour sincère et notre profond attachement à la nature ainsi qu'à la création dans son ensemble. Ils ont fragilisé nos âmes et procédé à un lavage systématique à nos cerveaux, un édifice qui s'est écoulé. D'ailleurs, comme nous l'avions dit plus haut, par la lutte menée par le plus grand médecin de notre temps, le président Kasavubu du Congo indépendant. Notre indépendance économique passera par la fermeture de toutes les entreprises et centres culturels américains sur la terre des nations. La rupture de toute coopération économique et financière avec les États-Unis d'Amérique. Ces derniers, par leur soif infinie du pouvoir et par le non-respect de la souveraineté des autres et des biens d'autrui, qui marque le sceau officiel de leur politique étrangère, ont réussi à exporter leur culture sur nos terres pour faire de nous de vrais consommateurs de leur société de production immorale. Par le pouvoir de sang et de mort, le pouvoir de sang et de mort, par le pouvoir de sang et de mort, s'il faut que j'entre dans le tout pour amener Lumumba à la vie et que je prenne sa place pour que brille le soleil de l'indépendance économique du peuple d'Afrique,
et de la terre des nations, je le ferai. Par ailleurs, notre institution Viombo étant politique, économique, sécuritaire et éducative, j'ai tenu en ma qualité du président de cette institution, donc grand maître de champ culturel, de recadrer et de remettre la pendule à l'heure sur cette question cruciale de l'éducation. Notre continent est aujourd'hui enfermé dans un cartel linguistique suicidaire qui se présente de la manière suivante. Les francophones, les arabophones, les luxophones et les anglophones. Cette disposition réfléchie, élaborée et cautionnée par l'UNESCO, nous maintient dans un avenir sombre et un danger récurrent de la perte de nos richesses et de notre puissance. Nous estimons que l'heure est venue où nous devons construire à l'échelle mondiale un nouveau socle ou une nouvelle assise de concertation, de coopération bilatérale et multilatérale où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée, où la protection du patrimoine spirituel et culturel de tous sera assurée, restituée et garantie. Ce qui me conduit à étaler mes réflexions sur une question d'actualité, celle du sommet de la francophonie. D'abord, il est impératif pour moi de souligner que la terre des nations, où se trouve notre continent, l'Afrique, est une terre hospitalière et ne peut nullement perdre ses valeurs d'hospitalité et d'ouverture au nom de quelque raison que ce soit. Cependant, nous ne pouvons tolérer qu'en ce XXIe siècle, un président français se tienne debout devant plusieurs présidents africains dans un sommet qu'il convoque pour leur dicter ce qu'ils ont à faire et la ligne de conduite à suivre. Le roue de l'histoire ont tourné et l'époque de Mitterrand, François et de Jacques Chirac sont révolues. Un tel scénario au cœur de l'Afrique marquera la reprise de la domination française sur l'Afrique, du président français sur les présidents africains, des nations coloniales sur des peuples colonisés et a fortiori de l'homme blanc européen sur l'homme noir africain, ce qui est de nos jours inacceptable. Cette même France qui, par la bouche de son serviteur Nicolas Sarkozy, a demandé à un président africain en exercice de quitter le pouvoir et affirmer son attachement au négationnisme historique à Dakar, veut retenter le même coup avec son nouveau porte-parole au Congo à travers le sommet de la francophonie. Il est d'ailleurs très inquiétant et effrayant d'entendre l'allocution du président français actuel qui affirme clairement que la francophonie n'est pas une langue, mais bien plus que ça. Alors je vous pose la question, c'est quoi, Monsieur Hollande, c'est quoi? Est-ce une monarchie qui garantit la richesse et la puissance du monarque français? La République démocratique du Congo est un réservoir de plusieurs langues. Où iront toutes ces langues lorsque le monarque français affirme que d'ici 2050, il y aura 70 à 80% de locuteurs français qui seront africains? Les Américains ont cherché l'uranium au Congo pour mettre en place la première bombe atomique frappée à Hiroshima et Nagasaki. Les Allemands et les Belges ont commis des crimes odieux au Congo pour mettre en place la révolution du pneumatique avec le caoutchouc du Congo. C'est au bassin du Congo que des milliers d'ouvriers africains, chinois et indiens noirs sont tombés pour la construction de chemins de fer. Donc, le président français, par ses propos, veut utiliser le Congo et le sommet de la francophonie pour préparer le plus grand génocide culturel et linguistique jamais connu. D'où l'on assistera à une lobotomisation chimique du peuple africain pour détruire définitivement l'âme, les valeurs et la dignité du peuple noir du Congo et d'Afrique. Simon Kimbangu disait « Les langues africaines reprendront le dessus et les langues européennes et leurs mœurs disparaîtront. » Reconnaissant que l'ancêtre direct du français qui est le latin est mort et disparu, nous pouvions affirmer que les génocides prémédités par tout le peuple franc dont le président français et les représentants ne verra point le jour et n'aura pas lieu. Concernant l'Organisation internationale de la francophonie, cette organisation doit se transformer à long terme à un socle de discussion pour préparer le rapprochement linguistique entre les pays africains qui en sont membres. C'est-à-dire permettre au peuple malgache d'apprendre les lingala, aux Maliens d'apprendre les kilouba,
aux Camerounais d'apprendre le Soninké, aux Congolais d'apprendre le Bambara, aux Rwandais d'apprendre l'Umbundu, aux Angolais d'apprendre le Buganda, aux Wolof d'apprendre le Zulu et vice-versa. Et la langue Swahili est pour nous une langue capable d'assurer la transition car elle est le point de conjonction entre les pays africains francophones, luxophones, arabophones et anglophones. Il serait plus correct que la francophonie revienne à court terme à son caractère culturel, ce qui obligera tous les pays membres de se faire représenter par leur ministre de culture, excepté le pays hôte du sommet et de la France, son géniteur, qui seront à la fois représentés par leur ministre de culture et des affaires étrangères ou coopération internationale. La présence de la francophonie au cœur de notre continent, et particulièrement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et la venue du président français par défi, est pour nous le déclenchement d'une guerre culturelle et spirituelle à long terme. C'est pourquoi devant Nzambiampungu Tulendo Kalunga, créateur de nos ancêtres, et devant nos ancêtres gardiens de nos terres, je m'exprime ici en tant que grand maître de notre champ culturel, donc le prince nourricier de toutes les nations de l'Afrique Guinée, c'est-à-dire chef du village